En mai 2004, 3 valises identiques ont été trouvées dispersées dans toute la baie de Chesapeake, en Virginie. La dernière et 3e valise contenait des restes humains et a été ramenée à terre le dimanche. La police a reçu un signalement d'un plaisancier sur sa position dans l'eau près de la 2e île du pont-tunnel de la baie de Chesapeake. Ensuite, le mardi suivant, un étudiant-chercheur a trouvé la 2e valise sur l'île des pêcheurs. Qu'y avait-il à l'intérieur? Aussi horrible que l'on puisse l'imaginer. Le contenu était enveloppé dans un sac poubelle épais, comme un sac résistant ou quelque chose de ce genre. Clairement, il était un peu nerveux. Puis, lorsqu'il a vu les sacs noirs à l'intérieur, il a su qu'il devait en parler à son meilleur ami. Ensuite, le jeune homme a atteint et déchiré les sacs poubelles en plastique. Il n'y avait aucun doute, mes amis. C'était bien des jambes humaines. La personne à l'intérieur des valises était Bill McGuire, âgé de 39 ans. Et la question troublante résonnait. Qui était Bill et quel secret cachait-il pour finir de manière aussi horrible? Au cœur du New Jersey, situé dans une région appelée Woodbridge, se trouve un endroit où diverses cultures se mélangent harmonieusement, créant un charme unique. Woodbridge n'est pas seulement un lieu, c'est une maison pleine de chaleur et d'histoire. En parlant de sécurité, Woodbridge est un endroit généralement sûr, avec un faible taux de criminalité. La communauté jouit d'une sensation de paix et de sérénité. Les parcs et le littoral offrent non seulement une beauté pittoresque, mais aussi des espaces communautaires où les familles et les personnes peuvent se détendre sans souci. Cependant, sous cette apparence amicale, se cache un récit glaçant qui a secoué toute la ville. L'histoire de Bill McGuire est un moment sombre qui s'est déroulé dans cette enclave apparemment paisible. C'est un rappel que même dans les endroits les plus ordinaires, de grands mystères peuvent se cacher. William Theodore McGuire, également connu sous le nom de Bill, est né le 21 septembre 1964 à Bloomfield, New Jersey. Il était le fils de William Christopher McGuire et Ruth Theodora Sell McGuire. Bill a grandi à Bloomfield et a obtenu son diplôme du lycée Bloomfield en 1982. Il a ensuite étudié l'informatique à l'université Rutgers, où il a été diplômé en 1986. Après l'université, Bill a travaillé comme programmeur informatique pour plusieurs entreprises. Il était un travailleur assidu et très respecté par ses collègues. Pendant son temps libre, Bill aimait jouer au golf, pêcher et passer du temps avec sa famille. Bill était un homme gentil et généreux, toujours prêt à aider les autres. Sans aucun doute, c'était une personne charismatique. En 1986, mais ce mariage a été de courte durée et s'est terminé par un divorce en 1994. Le couple a déménagé à Virginia Beach en 1986, où Bill a travaillé comme technicien en électronique dans la marine. Marcy, originaire de Vernon, New Jersey, l'a rejoint dans cette réinstallation. Aux alentours de 1990, Bill et Marcy sont retournés dans la région d'Atlantic City, mais c'est dans ce nouvel environnement que le comportement de Bill a radicalement changé. Il s'est profondément impliqué dans le jeu excessif et la consommation d'alcool, ce qui a provoqué une détérioration marquée de sa relation avec Marcy. La situation s'est intensifiée en 1995, lorsque Marcy a déposé une ordonnance restrictive contre lui, après que Bill ait jeté des pierres à travers sa fenêtre, ce qui a conduit à un divorce difficile. Plus tard, Bill a rencontré Melanie Lynn Slate en 1998 dans un restaurant de Woodbridge, New Jersey, où Melanie travaillait à mi-temps tout en assistant à l'école d'infirmière. Melanie, née le 8 octobre 1972 aux États-Unis, a grandi à Ridgewood, dans le township de Middletown, New Jersey, et a fréquenté le lycée South de Middletown. Son parcours académique l'a menée à l'université Rutgers, où elle a suivi une double spécialisation en mathématiques et psychologie, obtenant son diplôme en 1994. Ayant obtenu la 2e place de sa classe, elle a obtenu son diplôme d'infirmière à l'école d'infirmière Charles E. Gregory, maintenant Raritan Bay Medical Center, en 1997. Lorsque Bill a rencontré Melanie, elle complétait parfaitement sa personnalité. Ils sont rapidement tombés amoureux et se sont mariés l'année suivante, en 1999. Le couple a rapidement formé une famille et a accueilli 2 enfants dans leur vie. En l'an 2000, ils ont eu leur premier enfant, un garçon, et 2 ans plus tard, en 2002, ils ont eu leur 2e enfant, un autre garçon. Leur mariage semblait parfait, rempli d'amour et de rire. Cependant, sous la surface,
des fissures ont commencé à apparaître. Les difficultés financières ont commencé à peser lourdement sur le couple. Bill, en tant que programmeur informatique, avait toujours été responsable et financièrement stable, mais son addiction au jeu et que le stress dans leur relation augmentait, Mélanie, infirmière, travaillait sans relâche pour subvenir aux besoins de la famille. Mais il devenait de plus en plus difficile de joindre les deux bouts. En plus de leurs problèmes financiers, l'addiction au jeu de Bill provoquait également une détresse émotionnelle. Il disparaissait souvent pendant des jours, laissant Mélanie s'occuper des enfants et de la maison. La confiance qui était autrefois la base de leur mariage a commencé à s'éroder, remplacée par des soupçons et du ressentiment. Malgré les tensions croissantes, Mélanie est restée engagée dans son mariage, espérant que les choses s'amélioreraient avec le temps. Elle a essayé d'aider Bill à surmonter son addiction, mais ces luttes ont continué, aggravant encore leur relation tendue. En 2004, les Maguire prévoyaient de déménager dans une maison plus grande dans le comté de Warren, New Jersey. Ils avaient conclu l'achat d'une nouvelle maison le 28 avril 2004, mais avant de pouvoir déménager, l'impensable s'est produit. Le 29 avril 2004, Bill a disparu de sa vie apparemment ordinaire, laissant derrière lui une traînée de questions sans réponse et une famille désespérée. Où est allé Bill? Quelle pourrait être la raison de sa disparition soudaine? Des semaines se sont écoulées sans aucune trace de Bill. Son absence a laissé un énorme vide dans la vie de son épouse aimante et de ses enfants. Mais ils ignoraient que le destin de Bill était bien plus extraordinaire que ce qu'ils auraient pu imaginer. Aux premières heures du 5 mai 2004, les pêcheurs Chris, Don et leurs enfants sont partis pêcher depuis Virginia Beach en direction du tunnel de la baie de Chesapeake. Alors qu'ils se dirigèrent vers le nord, parallèlement au tunnel, ils sont tombés sur une prise inattendue, une valise vert foncé flottant dans l'eau. Intrigués par cet objet mystérieux, ils l'ont hissé à bord de leur bateau. La valise s'est avérée étonnamment lourde, et en l'ouvrant, ils ont fait une découverte glaçante. À l'intérieur, se trouvait un sac noir contenant une paire de jambes. Horrifiés par leur découverte, les pêcheurs ont immédiatement contacté la police, se demandant s'il y avait d'autres valises cachées dans les profondeurs de la baie de Chesapeake, chacune contenant une autre partie d'un corps humain. Bientôt, la police a commencé à rechercher activement les autres pièces manquantes de ce puzzle inquiétant. Quelques jours seulement après la découverte de la première valise, un étudiant qui enquêtait sur la réserve naturelle de l'île des pêcheurs a fait une autre découverte glaçante. Une deuxième valise, identique à la première, a été trouvée sur la plage le 10 mai 2004. Cette fois, cependant, elle contenait un torse humain, y compris tandis que la recherche des parties manquantes du corps s'intensifiait. 5 jours après la découverte de la deuxième valise, un pêcheur a fait la découverte macabre finale. Le 15 mai 2004, une troisième valise, à nouveau identique aux deux premières, a été trouvée flottant dans la baie de Chesapeake. À l'intérieur se trouvait le bassin de la victime et le reste des jambes. Étant donné l'immensité de la baie de Chesapeake, les enquêteurs ont décidé de faire appel au public pour obtenir de l'aide. Ils ont publié le portrait du défunt dans les médias dans l'espoir que quelqu'un le reconnaisse. Incroyablement, il n'a fallu que quelques jours pour que le portrait donne des résultats. Susan Rice et John Rice, des amis proches de Bill qui ne l'avaient pas vu depuis des semaines, ont joué un rôle crucial dans l'identification de son corps. Lorsqu'ils ont vu le portrait du défunt à la télévision le 21 mai 2004, Sue a immédiatement reconnu les traits distinctifs de son ami. Sceptique au début, son mari John a également convenu que le portrait ressemblait étonnamment à Bill. En reconnaissant le visage de leur ami, ils ont immédiatement informé les autorités. Le couple a également fourni des informations cruciales à l'enquête. Il se souvenait que Bill avait été impliqué dans une bagarre physique avec son épouse, Mélanie Maguire, et qu'il avait quitté la maison, bouleversé. Ils ont supposé qu'il avait fui impulsivement à Atlantic City pour se distraire dans une frénésie de jeu. Cependant, des semaines se sont écoulées sans aucun contact de la part de Bill, ce qui a suscité des inquiétudes parmi ses amis et sa famille. Avec l'identité de Bill confirmée, les enquêteurs ont immédiatement commencé une analyse des empreintes digitales. Heureusement, les empreintes digitales de Bill étaient archivées et une correspondance a rapidement été établie. L'homme autrefois disparu était désormais la victime d'un crime horrible. Le passé de Bill était enveloppé de mystères, avec des rumeurs d'addiction au jeu, d'abus domestiques et même d'une ordonnance restrictive.
L'ex-épouse de Bill, Marcy Polk, avait également parlé des abus émotionnels et physiques qu'elle avait subis pendant leur mariage. Elle a décrit leur relation comme se détériorant rapidement après leur mariage, culminant en une ordonnance restrictive en 1995 après que Bill ait jeté une pierre à travers sa fenêtre. Ces accusations dressaient un tableau préoccupant de la personnalité de Bill et rendaient difficile l'identification du coupable. Les enquêteurs étaient maintenant confrontés à la tâche de reconstituer les événements qui ont conduit à la mort de Bill McGuire et de traduire le coupable en justice. La question restait en suspens, disparaisse sans laisser de traces, même pour un jour. Vous seriez inquiet et effrayé et vous feriez tout votre possible pour le retrouver. Même si vous aviez eu une dispute avec cette personne, vous la signaleriez quand même comme disparue à la police. Cependant, dans ce cas, la police n'a reçu aucun signalement de disparition de la part de Mélanie concernant la disparition de Bill, malgré son absence pendant près d'un mois. Au lieu de signaler immédiatement sa disparition, elle a cherché des conseils juridiques auprès d'un avocat spécialisé en divorce. Le 30 avril 2004, elle a déposé une ordonnance restrictive contre lui, ce qui indique encore plus qu'elle se sentait en danger en sa présence. Veuillez indiquer votre nom complet. Melanie Lynn McGuire. Dites-moi ce qui vous a amené au tribunal aujourd'hui pour obtenir une ordonnance restrictive temporaire. Mon mari et moi avons conclu l'achat de notre première maison mercredi. Cela devrait être une chose positive, n'est-ce pas? Oui, ça devrait l'être. Il a eu un comportement très erratique. Madame McGuire, vous êtes en sécurité ici. Ne vous inquiétez pas. Est-ce qu'il vous a frappé, madame? Non, pas jusqu'à... Eh bien, je ne veux pas donner l'impression que je n'ai absolument aucune responsabilité dans cette affaire. J'ai dit des choses désagréables et il m'a giflé. La police a été surprise que l'épouse de Bill ne l'ait pas signalé comme disparue. Surtout qu'ils ont retrouvé la personne du portrait grâce aux amis de Bill. Les policiers ont décidé d'enquêter sur Melanie McGuire et ce qu'ils ont découvert était assez étrange. Le 30 avril 2004, seulement 2 jours après la grande dispute entre elle et Bill, elle a fait quelque chose qui ferait hausser les sourcils de la plupart des gens. Je commence à être activement plus en colère contre lui et je pense, fils de Pete, je sais où il est. Mélanie croyait qu'il pourrait être à Atlantic City en train de jouer et a prévu de conduire jusqu'à là-bas et de chercher sa voiture. Ce n'est absolument pas rationnel, mais je suis monté dans la voiture et j'ai conduit là-bas et j'ai pris la première sortie sur cette autoroute et je vois une berline sombre. Pas possible, pas possible. Elle a dit que son objectif était de l'embêter en garant la voiture dans la partie la plus animée de la ville. Je m'arrête dans une petite rue latérale et je gare ma voiture. C'était comme mission impossible. Je m'approche de la voiture, je monte, je démarre et je pars. Mais curieusement, c'est ainsi que les gens ont réagi. Ça n'avait tout simplement pas de sens, qu'il soit physiquement violent avec elle. Mais ensuite, elle monte dans la voiture d'un type dont elle dit qu'elle ne veut pas être proche. Alors que la police commençait à surveiller les activités de Mélanie, ils ont également commencé à tracer ses appels téléphoniques. Au milieu de conversations apparemment normales, la police a découvert une pièce de preuve cruciale. Dans l'une de ces conversations interceptées, Mélanie parlait avec Jim Finn, un ancien camarade de l'école d'infirmière qui était amoureux d'elle. Après avoir perdu contact pendant un certain temps, ils se sont reconnectés en février 2004 et Mélanie le contactait lorsqu'elle avait besoin de quelque chose. Consciente de l'intérêt de Jim pour les armes à feu, elle a discuté du comportement de Bill avec lui avant sa disparition et Jim, toujours épris de Mélanie, lui a suggéré demander d'acheter une arme et que mon mari en voulait une. Il en voulait une? Oui, non seulement il en voulait une, mais je lui en ai acheté une. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Cependant, les enquêteurs qui ont écouté leur conversation ont conclu que Jim n'était pas au courant de quelque plan que ce soit lié à un meurtre. Lorsque les détectives l'ont interrogé, Jim a été surpris d'apprendre que Mélanie avait acheté une arme et ignorait sa participation à toute action criminelle. Elle a ensuite acheté un revolver calibre 38 le 26 avril 2004 dans un magasin de l'Est de la Pennsylvanie, 2 jours seulement avant la disparition de Bill. Malgré la surveillance constante et les scrutins, Mélanie a nié toute participation, affirmant son innocence. Y a-t-il autre chose que tu ne m'as pas dit? Comme quoi que j'ai tué mon mari. Est-ce que tu l'as fait? Non, merci de demander. Je veux que tu me dises la vérité.
Je te dis la vérité, je ne l'ai pas fait. Il y a eu un autre voyage inexplicable cette fois au Delaware, seulement 5 jours après la disparition de son mari. Mélanie avait dit au docteur Miller qu'elle achetait en réalité des meubles aux premières heures du 4 mai 2004. Cependant, les enquêteurs soupçonnaient que ce voyage au Delaware pour des meubles était un subterfuge. L'itinéraire qu'elle a emprunté normalement aurait conduit au pont-tunnel de la baie de Chesapeake. Contrairement à l'itinéraire habituel via le Turnpike du New Jersey jusqu'au pont commémoratif du Delaware et à la route 13 qui mène au sud jusqu'au pont de la baie de Chesapeake. Mélanie est vraiment partie la veille depuis le New Jersey et a conduit les restes de Bill en Virginie. Nous pensons que c'est à ce moment-là qu'elle a pris les valises contenant les restes de Bill et s'en est débarrassée dans la baie de Chesapeake. La première valise est apparue le lendemain. Mais bien sûr, Mélanie trouve cette théorie absurde parce que Virginia Beach était à 720 km supplémentaires du Delaware. Étant donné la grande distance, il était peu plausible de couvrir une telle étendue en un temps limité. Melanie McGuire agissait-elle vraiment seule ou y avait-il un complice impliqué? Peut-être était-ce Jim Flynn, mais pourquoi quelqu'un ferait-il autant de choses pour une femme dont il était amoureux des années auparavant? Cependant, considérez ceci. Cela pourrait être quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus proche, peut-être une romance secrète. Était-ce quelqu'un qui ferait n'importe quoi, même tuer pour elle? Il est 2h30 de l'après-midi, le 31 mai 2005. Brad Miller passe un appel à Melanie McGuire. « Allô? Quoi de neuf? Je leur ai tout dit, mais eux, tu sais, ils veulent que tu parles. Si tu veux que nous restions ensemble, je dois tout savoir maintenant, avant que ça aille plus loin. » Que veux-tu dire par « tu dois tout savoir » ? Je veux dire, il n'y a pas d'autres secrets entre nous, n'est-ce pas? Je ne peux penser à aucun. Tu jures que tu n'as rien à voir avec ça? Oui. Sur la vie de tes enfants? Parce que je suis de ton côté. Oui. La voix que vous avez entendue était celle du docteur Brad Miller. Il faisait partie de RMA Associates et Mélanie travaillait comme l'une de ses infirmières. Qu'est-ce qui vous a attiré chez Brad Miller? Il était tout simplement très, très tendre. J'ai vraiment essayé de résister, mais je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu résister. La liaison entre eux a officiellement commencé lorsque Mélanie était enceinte de 8 mois de son deuxième enfant, du moins, selon eux. Il était tellement gentil. Je revenais à mon bureau après une longue réunion avec un patient et il y avait un déjeuner qui m'attendait sur mon bureau. Tu sais, il y avait toujours un peu de flirt en aller-retour. J'étais sur le point de prendre mon congé de maternité et j'étais assise en réalité dans son bureau. À son bureau, j'ai simplement mentionné que j'avais un air bloqué dans mon cou et il a mis ses mains sur mes épaules et a commencé à masser mon dos. J'ai vraiment essayé de résister parce que cela n'allait pas être bon. Cela n'allait être bon pour personne, mais je n'ai pas pu résister. Après que Mélanie soit revenue de son congé de maternité, elle et le docteur Miller ont commencé une liaison à part entière. Il semblait qu'ils tombaient profondément amoureux malgré leurs liens conjugaux et leurs jeunes enfants. Les enquêteurs ont découvert des preuves de plus en plus évidentes indiquant la participation de Melanie McGuire au meurtre de son mari. La voiture de Bill contenait une bouteille de chloralhydrate, un sédatif, ainsi que 2 seringues prescrites par Bradley Miller, qui a affirmé que l'ordonnance était écrite de la main. Une experte en informatique de la police d'État, a analysé les ordinateurs et appareils portables appartenant aux McGuire, y compris un ordinateur de bureau situé dans leur appartement. Son examen a révélé qu'entre le 11 et le 26 avril 2004, plusieurs recherches en ligne inquiétantes ont été effectuées. Parmi celles-ci figuraient des recherches sur des poisons indétectables, comment acheter des armes illégalement, comment commettre un meurtre, des lois sur les armes et des niveaux toxiques d'insuline. Parmi toutes les preuves, l'arme, la recherche sur Internet et l'aventure, un détail en particulier a laissé les gens perplexes. Il s'agissait de l'achat d'une maison d'une valeur d'un demi-million de dollars juste avant sa disparition. Il cherchait constamment, cherchait des maisons. Il voulait acheter une maison avant d'avoir 40 ans. Il voulait déménager ici à Virginia Beach. Nous avons pris des photos de maisons dans notre quartier, mais Mel ne voulait tout simplement rien savoir de cela. Ils ont fini par verser un acompte substantiel pour une maison impressionnante dans le New Jersey. Cette résidence était assez luxueuse, avec un terrain important et un prix d'un demi-million de dollars. Cela semblait contradictoire. D'un côté, Mélanie se rapprochait de plus en plus du docteur Miller, mais de l'autre,
Elle faisait un gros investissement dans une nouvelle propriété avec Bill. Alors, pourquoi achetait-il cette maison d'1 demi-million de dollars ensemble? L'idée pour moi, c'était que nous avions une bonne somme d'argent en liquide que nous utilisions pour cette maison. Par le passé, nous étions déjà arrivés à des points similaires où nous nous trouvions dans des situations semblables et il partait et jouait cet argent. Je me disais qu'au moins, c'était un investissement. Le 28 avril 2004, ils étaient prêts à finaliser l'achat de la maison à 2 heures de l'après-midi. Mélanie est restée en contact avec le Dr Miller tout au long du processus, tandis qu'il la suppliait de ne pas poursuivre l'achat de la maison. Il exprimait son désir d'être avec elle et de construire un avenir ensemble. Mélanie lui a assuré qu'elle s'en chargerait. Après avoir conclu l'achat de la maison, ils sont retournés dans leur maison louée. Bill, assez excité, a appelé John Rice, apparemment très heureux. La dernière conversation de Mélanie ce soir-là a été avec le Dr Miller. Elle lui a informé qu'ils avaient finalisé l'achat de la maison et lui a mentionné que Bill dormait sur le canapé après avoir bu un peu de vin rouge. Mélanie prévoyait de discuter des affaires avec Bill à son réveil, avec l'intention de lui demander le divorce. Mélanie a relaté les événements comme une discussion importante entre elle et Bill, affirmant qu'ils avaient eu une dispute aux premières heures du matin, vers 3 ou 4 heures du matin. Tout a commencé au sujet de la maison qu'ils achetaient, Mélanie mentionnant qu'elle avait décidé immédiate et intense, exprimant son mécontentement et déclarant que ce n'était pas ce qu'il voulait. Il a mentionné sa préférence pour une maison moins chère en Virginie, ce que Mélanie a rejeté, conduisant à un échange de plus en plus animé. Mélanie a en outre décrit que la dispute était devenue physique, précisant que Bill lui avait mis une feuille assouplissante dans la bouche, révélant son obsession pour les feuilles de séchage dans ces moments-là. Nous étions encore en train de nous disputer, et là, il y avait le panier à linge et une feuille de séchage pendait d'une des manches du bébé. Il n'aimait pas ça. Il pensait que j'étais paresseuse, parce que je ne restais pas là pour mettre de l'assouplissant liquide, et... oui, ça a dérapé. Que c'était moi en tant que mère, que je laissais cette feuille-là pour que mon bébé puisse s'étouffer avec. Avant que je m'en rende compte, je suis contre le mur et la feuille de séchage est poussée dans ma gorge, puis il m'a frappé. Au visage? Oui, avec la main ouverte, car il m'aurait probablement fracturé la pommette si ça avait été avec un poing fermé. Et je regarde en bas et il y a mon fils de 2 ans. J'ai attrapé le bébé et je suis allé dans la salle de bain juste derrière moi et j'ai fermé la porte. Je voulais juste m'éloigner de lui à ce moment-là. Il lui a dit qu'il s'en allait et qu'il ne reviendrait pas, lui indiquant même d'expliquer à ses enfants pourquoi il n'aurait pas de père. Il a communiqué cela à travers la porte de la salle de bain pendant qu'il faisait ses valises et faisait plusieurs allers-retours dans les escaliers, la critiquant continuellement. Ses dernières paroles pour lui ont été « La police était sur le point de rendre justice à Bill ». L'élément de preuve crucial que la police cherchait avec impatience, désirant des preuves de la participation de Mélanie dans le démembrement, restait insaisissable. Malgré une fouille minutieuse de sa maison, ils n'ont trouvé ni sang, ni balles, rien. Il n'y avait aucune preuve physique directe la liant au meurtre. Plus d'1 an après le meurtre de Bill McGuire, le 5 juin 2005, Mélanie McGuire a été arrêtée alors qu'elle laissait ses enfants dans une garderie. Elle a également été accusée de meurtre au premier degré dans ce qui est devenu connu sous le nom de l'affaire du meurtre des valises. Mélanie a plaidé non coupable et a été libérée sous une caution de 750 000 $. En 2005, un grand jury l'a inculpée de 4 chefs d'accusation, portant sa caution à 2,1 millions. Elle a de nouveau été libérée. Par la suite, un autre acte d'accusation l'a accusée d'avoir rédigé des lettres qui ont entravé l'enquête. 3 ans après le meurtre, en 2007, le procès de Mélanie a commencé. Le ministère public a soutenu qu'elle avait tué son mari en 2004 pour commencer une nouvelle vie avec son amant. L'enquêteur principal, Precioso, a témoigné que les preuves pointèrent vers un meurtre bien planifié. Mélanie a maintenu son innocence, affirmant que son mari était un joueur compulsif devenu de plus en plus erratique. Cependant, un porte-parole de la division de la justice criminelle du New Jersey a réfuté son image de lui, affirmant qu'il n'y avait aucune indication que M. McGuire était autre chose qu'un joueur occasionnel. L'équipe de défense de Mélanie a soutenu que le meurtre et le démembrement n'auraient pas pu se produire dans l'appartement de Woodbridge, car il n'y avait aucune preuve pour étayer cette affirmation.
Ils ont souligné l'absence de sang, de tissu ou d'ADN dans l'appartement, ainsi que l'absence de balles ou de marques de scie. De plus, il n'y avait pas de témoignages de voisins concernant des coups de feu ou le bruit d'une scie électrique. 3 ans plus tard, le 23 avril 2007, Melanie McGuire, âgée de 34 ans, a été déclarée coupable d'avoir assassiné William T. McGuire, d'avoir démembré son corps, d'avoir emballé les morceaux dans 3 valises et de les avoir jetés dans la baie de Chesapeake. Elle a été condamnée à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pendant 63 ans et 9 mois. Elle a également reçu une peine concurrente de 10 ans pour profanation de restes humains et une peine supplémentaire de 5 ans pour parjure, pour avoir menti à un juge de la famille sur la localisation de son mari après sa disparition. Melanie McGuire, dont les identités sont protégées pour leur vie privée et leur sécurité, ont été vues pour la dernière fois avec leur père le 28 avril 2004. Melanie a laissé les enfants, âgés de 2 et 4 ans, à leur garderie comme d'habitude vers 8h20 du matin. Après leur routine, les enfants sont rentrés à la maison en s'attendant à voir leur père, mais ils n'étaient nulle part. Les enfants de William et Melanie ont été confiés aux soins de la sœur aînée de Bill, Cindy Lee Ghosh, une agente immobilière à Franklin Lakes. Cindy, avec son mari, le pharmacien Bill Lee Ghosh, ont été considérés comme capables de fournir un environnement aimant et accueillant pour les enfants. Ils avaient déjà 2 enfants adultes, Laura Lee Ghosh et Max Lee Ghosh, et étaient des parents expérimentés. Lorsqu'il a été question de la garde, les 2 enfants ont été envoyés vivre avec Cindy et Bill, surtout parce qu'ils étaient déjà une famille très unie. Après que Melanie a été condamnée pour le meurtre de son mari, sa famille a entamé une bataille pour la garde contre Cindy, mais sans succès. En conséquence, les enfants de William et Melanie continuent de résider dans le New Jersey avec leur tante, oncle et cousins, la seule famille qu'ils aient jamais connue. En 2007, lors du procès pour meurtre de Melanie, Cindy a présenté des preuves que les 2 enfants de sa belle-sœur, alors âgés de 5 et 7 ans, avaient été diagnostiqués avec l'autisme. Cindy s'était inquiétée pour leur bien-être en remarquant leur comportement et les avait fait évaluer. En raison de la protection de leur identité, il n'y a pas plus d'informations disponibles sur leur état actuel. Cependant, il est connu que les enfants n'ont pas eu de contact avec leur mère depuis avant sa condamnation. Si vous avez regardé la vidéo en entier sans en perdre une miette, vous devez probablement avoir de nombreuses questions sur l'enquête et l'arrestation. Après avoir examiné son parcours en tant qu'infirmière et sa nature charismatique et attentionnée, il est difficile d'envisager qu'une personne comme Melanie puisse commettre un crime aussi odieux. La nature de grande envergure de l'affaire a suscité diverses opinions parmi les spectateurs. Beaucoup pensent qu'il y a beaucoup de zones d'ombre dans cette histoire, à commencer par le fait qu'elle ne semble pas capable de commettre un meurtre. Cette petite femme pourrait-elle même tout faire seule? Quelqu'un l'a-t-il assistée? A-t-elle été accusée à tort? Le jury a-t-il peut-être négligé quelqu'un? Ou l'accusation était-elle complètement erronée? Si vous vous posez ces questions, vous n'êtes pas seul. De nombreuses personnes, y compris les professeurs de criminologie Megan Sachs et Amy Schlossberg, doutent de la culpabilité de Melanie McGuire. Elles ont un podcast, Direct Appeal, où elles remettent en question sa condamnation, soulignant que Melanie ne correspond pas au profil type d'un meurtrier. Alors vous pensez qu'une femme innocente est actuellement derrière les barreaux? Absolument. Je pense qu'il s'agit d'un cas de condamnation injuste. Parlons de certaines des questions que vous soulevez dans votre podcast et commençons par l'arme. L'arme, jusqu'à ce jour, n'a jamais été retrouvée. Le témoin clé de l'accusation, un expert en balistique médico-légale, a déclaré que les balles retrouvées dans l'affaire Bill avaient été identifiées comme des balles en plomb coupées de calibre 38. Personne n'a entré le numéro de série de mon arme sur un site web pour découvrir quelles étaient les spécifications. Apparemment, chaque arme fait quelque chose appelé lens et grooves. Les lens et grooves sont des caractéristiques de rayures qui sont pressées mécaniquement dans le canon d'une arme, et lorsque la balle passe à travers le canon, le même nombre de lens et grooves s'imprime essentiellement sur cette balle. Il a été dit que mon arme avait 5 lens et grooves sur la base du site web de la compagnie. Les balles qui sont sorties de mon mari avaient 6 lens et grooves. Plus tard, une erreur a été trouvée sur le site web du fabricant d'armes. Ce qui est déconcertant, c'est que l'information sur le site web a été modifiée après l'incident malheureux du meurtre de Bill McGuire. Après ce procès,
La possibilité qu'ils aient 5 ou 6 lents et groove a été intégrée. J'ai trouvé cela suspect. Je pense que c'est très suspect que pendant des années, cela dise une chose, puis que cela soit mis à jour juste après. Ensuite, ils discutent également des sacs poubelles retrouvés dans la résidence des Maguire et du sac dans lequel Bill a été retrouvé. Vous pouvez voir ces lignes ici. Il y a une ligne droite ici. Cette sorte de ligne douce, il y a aussi 2 autres lignes ensemble à peu près au même endroit exact. Cela indique que ces 2 sacs ont été fabriqués dans la même installation, sur la même ligne de production et dans une période de temps indique que les 2 sacs ont été fabriqués dans la même installation, sur la même ligne de production et dans un laps de temps très court. De plus, ils expriment leur confiance dans leurs conclusions, basées sur les tests effectués et les résultats observés, affirmant que les sacs ont été produits lors de la même série de production. Ils ont vraiment monté un bon spectacle. Et je pense que lorsque vous avez des accessoires, 2 sacs poubelles, oh, wow, ceux-là se ressemblent vraiment. Alors, ce que le jury entend sonne comme un fait, alors qu'en réalité, ce n'est que l'opinion experte de quelqu'un. Sachs souligne également les défis physiques de démembrer un corps et l'absence d'une scène de crime crédible. Dans une démonstration vidéo, 2 tests ont été réalisés. Le premier était un test de poids de la valise, évaluant si Mélanie, qui pesait 53 kg, aurait pu lancer une valise d'un poids similaire, environ 36 kg, par-dessus un pont avec une rambarde d'1 mètre de hauteur. Leur conclusion suggérait qu'un poids raisonnablement gérable à soulever était d'environ 18 kg, soit à peu près la moitié du poids de Mélanie. Il y a autre chose qui est significatif, et c'est que vous pensez que le jury aurait dû entendre plus sur ce qui a été trouvé à l'intérieur de ces valises. Si vous regardez les rapports de laboratoire, page après page, vous voyez des cheveux blancs, des cheveux bruns, des cheveux noirs, des cheveux d'animaux. Je pense que cela indique qu'il y a des cheveux d'animaux sur le lieu où le démembrement du corps de Bill a eu lieu. Ils ont mentionné qu'ils ont trouvé quelques cheveux d'animaux. Ont-ils trouvé quelque chose qui soit considéré comme ayant une valeur probante? Non. Ils ont cherché partout pour relier Mélanie à un animal de compagnie. Et, une fois qu'ils ont trouvé qu'il n'y avait aucun moyen de relier Mélanie à ces cheveux d'animaux, cela a cessé d'avoir une valeur probante. Pourquoi cela? Simplement parce que cela ne correspond pas à votre suspect. Ses cheveux auraient dû être examinés car sur son affaire, Mélanie est toujours en prison. Malgré l'attention, elle insiste sur le fait qu'elle n'a pas tué son mari ni jeté ses morceaux de corps dans des valises. Et pourquoi irais-je jusqu'à Chesapeake avec les morceaux de corps dans la voiture en me disant « Je ne vais pas me faire arrêter, je ne vais pas avoir une panne » Quel risque cela représente-t-il? Vous ne pouvez pas vous arrêter sur un pont, ouvrir une fenêtre et jeter 3 valises. Je ne peux pas faire en sorte que quelqu'un qui est convaincu que j'ai fait cela croit que je ne l'ai pas fait. Tout ce que je peux continuer à faire, c'est dire la vérité. Et ce n'est pas la vérité la plus flatteuse, mais c'est la vérité. Dans l'affaire déconcertante de Mélanie Maguire et Bill Maguire, des questions subsistent sur l'identité du coupable. Mélanie a-t-elle été condamnée équitablement ou des détails cruciaux ont-ils été négligés? Si elle a commis le crime, a-t-elle pu agir seule ou quelqu'un d'autre était-il impliqué? Réfléchissez encore. Pensez-vous que Mélanie était coupable ou y a-t-il des questions sans réponse qui pourraient mener à une conclusion différente? À ce stade, n'avez-vous pas vu ce autre crime? Je ne le manquerai pas, hein?